Bonjour, bienvenue dans cette interview avec Sandra Guillemin. Sandra, que j'ai découvert lors de ma formation à la BSB Academy d'Aline de The Bee Boost. Voilà, nous étions dans la BSB 2023 et puis on a plutôt bien accroché. Elle a été une de mes interviewées de mes clients idéales. Elle est maman solo aussi, en garde partagée. Et puis voilà. Et puis, je te laisse te présenter qui est Sandra. Oui, bien sûr. Bonjour Nathalie. Tout d'abord, merci pour ton invitation. Donc, je suis Sandra, j'ai 49 ans et j'habite à Courbevoie, donc dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Comme tu l'as dit, donc je suis également maman. Donc, je suis maman d'un ado de 14 ans et demi. Sinon, je suis thérapeute formée en relation d'aide. C'est du domaine de la psychothérapie. Et je me suis également formée en copywriting en fait pour mon activité entrepreneuriale parce que j'aime bien l'écriture et que j'en ai besoin tout simplement pour mon activité. Tout ça s'inscrit en fait dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Voilà, pour en quelques mots. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi cette activité de thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des transitions de vie de la femme? Alors au départ, le choix que j'avais fait, c'était effectivement de me former en thérapie parce que je trouvais ça, j'avais vraiment envie d'être dans l'aide aux autres. Et pourquoi ça m'est venu d'aider les femmes en fait en transition de vie? Tout d'abord parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant et c'est une façon pour moi de me démarquer. Mais aussi parce que j'en ai vécu beaucoup moi-même en fait des transitions. Alors, qu'est-ce que j'entends par transition? C'est par exemple la maternité, quand une femme devient mère. C'est une reconversion professionnelle. Hein, quand on passe du salarié à l'entrepreneuriat, c'est aussi une sacrée période de transformation. Quand on a aussi la perte de la santé ou qu'on a l'annonce d'un diagnostic pour une longue maladie, donc j'accompagne aussi sur cette transition-là, sur les divorces également, parce que ça demande toute une réorientation intérieure, de se réorganiser et puis beaucoup de soutien. La perte d'un être cher aussi, puisque j'accompagne également sur le deuil et la ménopause. Donc voilà, c'est à peu près les 6 grands changements de vie. Évidemment, il peut y en avoir d'autres, comme un burn-out et des choses comme ça. Voilà, j'en suis venue à ça parce que moi-même, quand je les ai traversés, en fait, j'ai pas trouvé l'aide adéquate pour m'accompagner. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir travailler sur ces périodes de changement parce que je trouve que dans notre société, tout va tellement vite. On nous impose tout le temps d'aller vite, mais on ne prend pas le temps, en fait, de prendre soin des émotions qui nous sont traversées, enfin qu'on traverse en fait pendant ces périodes de changement qui nous demandent souvent une réadaptation, du temps pour soi aussi. Enfin voilà, ça peut pas être comme avant. Il y a forcément un avant et un après. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant de pouvoir faire, en tout cas dans le cadre de mon accompagnement. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'était vraiment mon plus grand souhait. Et donc, Voilà. du coup, ta mission de vie, tu la vois comment? Qu'est-ce que… Alors moi, ma mission de vie, en fait, déjà dans le mot mission de vie, ce que j'entends, c'est vraiment de m'accomplir en fait dans tous les domaines de la vie, que ce soit professionnel ou personnel. Ça va vraiment bien au-delà du côté professionnel. Et la mienne, enfin, de mon point de vue, et c'est comme ça que je le ressens, c'est vraiment lorsque j'ai ressenti cet appel intérieur, en fait, de m'accomplir sur les plans professionnels et personnels. C'est vraiment un choix de vraiment aller vers l'accomplissement de soi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai entrepris la reconversion il y a 3 ans. Et quelle est ta particularité pour l'accompagnement de ces femmes? C'est le côté je prends soin des femmes, le côté où en fait j'aime, parce qu'en dehors de la thérapie, alors je pratique pas que la thérapie, c'est que j'aime en fait créer des espaces de reliance, comme des cercles de femmes par exemple, ou des rites de passage, parce que effectivement dans l'accompagnement, enfin quand on gère une transition de vie, c'est toujours bien d'ancrer en fait le changement par un rite de passage
Et donc ça fait partie aussi de ma particularité pour accompagner la transition. Ça permet vraiment de passer d'une étape à l'autre et vraiment d'aller ensuite vers le renouveau. Donc voilà, moi, ma particularité, c'est vraiment d'aider les personnes à se réinventer en fait dans cette période de vie. Voilà. Et quelles sont les méthodes que tu utilises? Ah bah, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. J'ai donc la psychothérapie, forcément, donc, qui est la relation d'aide, en fait, hein, qui met vraiment au centre l'être en tant que tel dans l'accompagnement pour l'aider vraiment à trouver ses propres ressources en elle, puisque moi, je ne suis pas là pour donner les solutions, mais vraiment pour apporter le soutien nécessaire et aider à prendre conscience de ses ressources en elle. J'accompagne par la thérapie émotionnelle pour aider justement la personne à mieux gérer ses émotions. J'accompagne aussi par la psychogénéalogie pour explorer les schémas familiaux et mettre en lumière vraiment les répétitions familiales. J'utilise aussi la méthode Rhythmo. La méthode Rhythmo, en fait, c'est un mélange, c'est apparenté à l'EMDR. En fait, c'est un mélange entre de l'hypnose et les tapotements. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode pour gérer les traumatismes et c'est très utile, notamment dans la gestion des deuils ou voilà, de manière générale. Le développement personnel, forcément, pour une meilleure connaissance de soi, pour se reconnecter à soi et connaître ses valeurs, ses passions, etc. J'aime aussi utiliser vraiment les explorations créatives, qui est une méthode en art-thérapie, en fait, pour se relier à son monde intérieur. Et j'aime bien cette méthode, notamment pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer, en fait, au niveau verbal. Donc, on peut aller explorer des choses de l'inconscient, en fait, par le dessin spontané, l'écriture spontanée ou du collage, tout simplement. Et ça, c'est très, très intéressant. Et j'interviens même aussi sur l'énergétique. Je l'utilise moins, ça, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé beaucoup l'opportunité de le faire, mais en tout cas, je peux intervenir dessus. Et puis, l'hypnonatal, c'est une méthode en fait qui permet d'accompagner les femmes enceintes pour vraiment une relaxation corporelle et émotionnelle, mentale plutôt même, je dirais, qui démarre en fait dès 4 mois et demi de grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc, ça leur permet vraiment de préparer leur passage de la femme à la mère de manière vraiment sereine. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les rituels de passage, et notamment celui que j'affectionne particulièrement, c'est celui où on honore la future mère, justement, ce qu'on appelle dans le jargon blessing way. Donc, c'est pas baby shower ou etc. C'est vraiment ce qui est mis à l'honneur, c'est vraiment la future maman. Donc, voilà pour tout ce que je peux utiliser, en tout cas dans le cadre de mes accompagnements qui vont bien au-delà du coup de la partie thérapeutique. D'accord, oui, c'est beaucoup d'outils. Et qui sont tes clientes du coup? Alors, mes clientes, ce sont vraiment des femmes qui sont en quête de sens, qui travaillent sur elles et qui généralement traversent des périodes de doute ou de changements majeurs dans leur vie. D'accord, donc de tous âges? Oui, alors au niveau des âges, j'ai des personnes qui peuvent être assez jeunes, hein, qui peuvent avoir moins de 30 ans, contrairement à ce que je pensais. Et puis, ça peut aller aussi d'au-delà de 50. Voilà, donc c'est vraiment assez large en fait en termes d'âge. Ça peut être, on va dire, entre 25 et du 55. Ça peut être à peu près quelque chose comme ça. Ouais, en fait, toutes les périodes de la vie, on peut Oui, parce qu'en fait, c'est tous les cycles de vie. Dès qu'il y a des cycles de vie qui peuvent évidemment commencer même dès l'adolescence, quand l'adolescente a ses premières règles, tout simplement. Ça peut commencer là, en fait. Ça, c'est tout à fait possible. Après, il y a, par exemple, quand une femme va se marier, ça va être des choses comme ça. Bon, ça, c'est pas des choses que j'ai besoin d'accompagner personnellement. Je pense qu'on n'a pas besoin d'accompagnement par rapport à ça. Néanmoins, ça peut effectivement, une femme qui vivait célibataire et qui va s'installer en couple, effectivement, ça peut amener certains questionnements dans l'organisation de vie de couple. Et puis maintenant, il y a aussi de plus en plus les familles recomposées, enfin des choses comme ça. Donc voilà, c'est ce type de changement-là.
Alors, quels sont les bénéfices que tu peux apporter à tes clientes? Alors, tout d'abord, du soutien, de l'écoute, pour qu'elles se sentent comprises, parce que souvent, les personnes dans ces périodes de changement, en fait, n'ont pas forcément l'écoute ou le soutien justement de leurs proches, que ce soit de la famille ou même des amis, parce qu'on est souvent assez maladroit dans la manière dont on peut aider dans ces périodes-là. Surtout quand on vit des choses particulièrement fortes, que ce soit un deuil ou que ce soit même un divorce ou même une jeune maman, hein, tout simplement. L'entourage a toujours tendance à vouloir apporter des conseils qui sont non sollicités, par exemple, ou dire des phrases assez maladroites. Donc l'idée, moi, c'est vraiment d'apporter le meilleur soutien possible avec du non-jugement, de l'écoute vraiment active pour qu'elles se sentent vraiment bien. Donc du coup, en termes de bénéfices, il y aura aussi de l'apaisement. Elles pourront gagner en clarté également parce que le fait d'échanger avec quelqu'un de neutre, ça permet d'aider à sortir de la confusion quand on a besoin de faire le point sur sa vie, sur ce qui se passe. Et ça permet vraiment de reprendre sa vie en main. Ça permet aussi une meilleure connaissance de soi, tout simplement. Une meilleure communication, parce que souvent, il peut y avoir des soucis de communication, que ce soit avec des collègues, de la famille ou ses propres enfants. Là, ça peut tout à fait aider dans ce domaine-là. Et puis, comme j'utilise la thérapie émotionnelle, forcément, la libération des émotions, que ce soit par la parole, des fois, même sans faire forcément une thérapie en utilisant un outil, ça peut être juste le fait de parler, pouvoir libérer tout ce qui n'a pas pu l'être justement sur ce que la personne traverse. Et du coup, ça peut apporter un certain lâcher-prise et ça peut vraiment faire du bien. Et puis, je dirais, en dernier point, c'est vraiment peut-être un certain lâcher-prise, un sentiment de, un plus grand lâcher-prise et puis se sentir plus aligné aussi par rapport à ses choix, puisque c'est vraiment d'amener la personne à être plus autonome, à reprendre sa vie en main et donc à créer sa vie, on va dire, en conscience. Et une vie joyeuse, alignée et pleine de sens. C'est important, ça. Oui, clairement. On va entrer par rapport à ton entreprise un peu plus dans ton organisation de travail. Comment est-ce que tu t'organises? Parce que tu es maman solo, tu as la garde partagée, je crois. Donc, comment est-ce que tu t'y prends? Alors, ça n'a pas été facile au début parce que je me suis lancée donc en septembre dernier. Et franchement, pour trouver mes marques, ça n'a pas été simple au départ. Et justement, la formation, en fait, avec la BSB Academy m'a beaucoup aidée justement dans mon organisation de travail. Donc clairement, je m'adapte aussi en fonction de la garde alternée, parce que quand mon fils est présent, je sais que je vais être moins productive. Donc du coup, je me fais des plages horaires en fonction de quand il est là. Enfin, j'organise mes semaines différemment, en tout cas en sa présence. Mais de manière générale, j'aime beaucoup travailler le matin, tôt, à 9h, même bien avant 9h, des fois même à 7h30, 8h, je peux déjà travailler pour avoir un peu début d'après-midi, un peu plus cool, libre, entre midi et 15h, j'aime bien être un peu plus cool, et après je reprends jusqu'au soir. Et j'organise mes journées vraiment des thématiques par demi-journée. J'aime pas faire quelque chose la même journée que la même chose. Parce que j'aime la variété et puis de toute façon, on n'en manque pas dans nos métiers. Donc, j'organise par demi-journée. Et puis, le mercredi, je suis à mon cabinet ainsi que le samedi matin. Donc, du coup, ça, au moins, ça pose effectivement les choses. Et puis, certaines autres demi-journées, je vais aussi en coworking quand je sais que j'ai un peu moins de pression parce qu'en fait, le coworking, j'en fais depuis peu, mais ça me permet surtout aussi de faire du networking pour justement s'apporter du soutien ou créer éventuellement des connexions pour d'éventuels partenariats, des choses comme ça. Donc là, pareil, j'y vais une demi-journée maximum, des fois sur une journée, mais pas plus, parce que c'est quand même des espaces qui peuvent être parfois assez bruyants. Donc voilà, j'aime bien ça. Et une journée par mois, j'aime bien faire le bilan, en fait, évidemment, de tout ce que j'ai entrepris le mois dernier, ce qui s'est passé. Comme dit Aline, c'est le CEO Day. J'aime bien, j'aime beaucoup ça. J'aime bien ce moment où on prend le recul sur son activité. Je trouve ça assez chouette.
Voilà. Et les temps que tu prends pour toi, alors tu arrives quand même à avoir un peu de temps pour toi, pour Euh, décompresser, pour… c'est pas évident parce que comme je les mets pas trop sur mon agenda, en fait, tant que le reste, j'enregistre sur mon agenda tout ce que je dois faire dans ma journée, puisque j'utilise la matrice d'Eisenhower en fait pour m'organiser mes priorités. Et c'est vrai que mes priorités, j'ai jamais la partie faut un petit peu relâcher, etc. Néanmoins, ce que je fais naturellement, c'est je pratique beaucoup le yoga et le Pilates plusieurs fois par semaine. Donc ça m'aide vraiment beaucoup, en tout cas dans la gestion de mon activité. Et j'aime bien faire ça pratiquement au réveil le matin. Et puis, régulièrement aussi, j'essaie de me mettre au vert parce que comme j'habite en ville, honnêtement, des fois, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Donc, je pars au vert quelquefois, notamment les semaines où j'ai pas mon fils. Ça m'arrive d'aller travailler dans un autre endroit. La dernière fois que je suis partie, je suis allée à Biarritz pour me ressourcer pendant 6 jours. Et voilà, donc je ne peux pas faire ça tous les mois, évidemment, mais en tout cas, de temps en temps, dès que je peux, notamment quand c'est hors période de vacances scolaires, j'en profite pour partir un peu plus loin et m'aérer. Voilà, j'ai commencé à repérer des petits endroits comme ça où je peux m'évader un petit peu. Et ça me permet de bien recharger les batteries après. Exactement, tout à fait. Et par rapport à ta communication digitale, comment est-ce que tu fais pour t'organiser? Est-ce que tu es arrivé à mettre en place une organisation? Alors, oui, elle prend beaucoup de temps d'ailleurs. Je trouve la partie communication peut-être même un peu trop à mon goût. Mais bon, après, en même temps, je suis encore en période de lancement d'activité, donc c'est important. Parce que tout ce qui a pris du temps, c'était la création du site et surtout tout le contenu du site internet. Je nourris un blog aussi de manière assez régulière. Je nourris ma page Google My Business également. J'ai les réseaux sociaux, donc avec la création de contenu. Même si je me concentre que sur un seul réseau social pour le moment, ça prend quand même du temps. Donc, ça me prend plusieurs heures par semaine. Des fois, je dirais même que la communication me prend peut-être, communication marketing, à peu près une journée par semaine. Facile. Donc voilà. Après, sur les autres façons de communiquer, j'ai aussi fait des flyers que j'ai distribués au niveau local pour me faire connaître dans ma ville. Je prends également contact avec des associations ou d'éventuels prescripteurs comme des professionnels de santé pour travailler, par exemple, en partenariat avec des gynécos ou des sages-femmes. Donc voilà, ça c'est. Donc du coup, ça prend pas mal de temps. Ouais, ça prend pas mal de temps. Du coup, tu as quoi? Tu as ton compte Instagram, tu as ton site internet. Ouais. J'ai mon blog, j'ai une page Facebook sur laquelle je relais mes articles de blog. Et quand je communique, et je prends la parole aussi quand il y a des choses importantes à connaître par rapport à mon entreprise. Du coup, je les communique. Et sur Facebook, j'utilise aussi les événements, notamment quand j'organise des ateliers au niveau local ou des cercles de parole. Du coup, je les mets sur Facebook. Des fois, je relais un peu sur Insta, mais oui, en général, je relais aussi un peu la com sur Insta. Mais la com, elle va se passer principalement sur Facebook, puisque je relais après dans différents groupes, etc. Donc, ouais. Et j'ai une page LinkedIn aussi, mais que je n'alimente pas parce que c'est le manque de temps. Je l'avais en fait quand j'étais salariée, où j'avais construit un beau réseau professionnel. J'ai pas mal de contacts, mais aujourd'hui, je peux pas. Enfin, j'ai pas fait une reconversion pour devenir créatrice de contenu. Donc, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je fais ce qui est stratégique. J'essaie vraiment d'aller là où ma cible semble être. Et puis, je verrai par la suite quand j'aurai tout mis en place pour pouvoir peut-être élargir sur d'autres réseaux. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans la communication ou dans ta communication à faire? C'est très chronophage, en fait. Ça demande énormément d'énergie. Alors, c'est pas le manque d'idées que j'ai, c'est vraiment… pour l'instant, je pense que je suis pas encore assez rodée.
Donc là, mon planning éditorial est fait, etc. Mais c'est que j'ai énormément d'idées. Le truc, c'est qu'après, il faut arriver en fait à bien synthétiser pour pouvoir le mettre en forme, soit ou le dire en vidéo, ou bien créer le petit truc qui va bien, enfin le post, etc. Donc c'est très chronophage. Ça, c'est le côté. Alors pourtant, j'ai plaisir à le faire. J'aime bien parce que maintenant, voilà, j'ai quand même pas mal progressé sur le sujet. Mais c'est vrai que ça prend un peu trop de temps à mon goût. Est-ce que tu te sens une âme d'entrepreneuse et pourquoi? Alors, il y a quelques années, pas du tout, mais c'est venu, je pense, d'un coup, je pense avec, je sais pas, mon évolution personnelle. Et donc aujourd'hui, oui, bien sûr, sinon j'aurais pas pris ce risque-là, parce que je suis en solo. J'avais un job à plein temps qui était très bien rémunéré. Mais que j'ai décidé de laisser tomber parce que en fait je n'avais plus aucun épanouissement personnel, parce que je n'avais pas de possibilité d'évolution ni d'apprentissage en fait, et moi j'ai besoin de beaucoup de nouveautés, et si je suis pas nourrie de cette façon-là, je m'ennuie très vite en fait. Et donc c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai fait une réflexion sur moi-même, j'ai décidé de prendre des risques, mais des risques calculés. Et pour moi, ça fait partie des qualités qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneuse, c'est effectivement savoir prendre des risques. Moi, je suis très créative et je suis plutôt ouverte aux nouvelles idées. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être important quand on est à son compte. Et j'ai pas de problème à remettre en question ce qui peut être établi. J'ai aussi une capacité de persévérance, c'est-à-dire que je vais pas, que ce soit personnel d'ailleurs ou professionnel, je vais pas laisser tomber parce que j'ai la moindre petite difficulté ou caillou sur ma route. J'ai tendance à persévérer, donc ça demande une certaine force, mais effectivement ça j'arrive. Et puis je dirais la volonté d'y arriver, hein, tout simplement. Et puis de construire quelque chose qui me ressemble. En fait, il y a quelques années, je n'aurais pas pensé que c'était possible en fait de créer une activité alignée à qui on est en fait. Et depuis que j'ai avancé personnellement, je me suis dit mais pourquoi je ne tenterais pas? Et au pire, je verrai. Mais en tout cas, pour l'instant, je fais confiance à la vie, en tout cas par rapport à ça. Est-ce que tu as des projets, si oui, lesquels, dans les prochains mois? Alors les projets, déjà là je vais réoptimiser mes offres parce que je sens qu'il y a des choses qui ont déjà bougé. Alors j'espère que les choses vont pas bouger aussi vite à chaque fois parce que je n'avais pas prévu ça forcément dans mon timing. Mais là je sens qu'il y a besoin de réoptimiser les offres, probablement créer des nouvelles choses ou réajuster certaines. J'ai réfléchi aussi pour éventuellement élargir ma cible, notamment auprès peut-être d'associations ou de professionnels, puisqu'en fait, il y a eu des opportunités qui sont présentées et du coup, c'est pour cette raison-là que je me suis dit pourquoi pas m'ouvrir effectivement aux professionnels aussi pour élargir, puisqu'en tant que professionnel de la relation d'aide, on est tout à fait capable aussi de pouvoir proposer des choses pour ce type de population. Et là, notamment, j'ai été sollicitée pour, par exemple, faire 2 conférences pour une grosse société sur le thème du deuil. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est vrai, je n'avais pas pensé, en fait, jusqu'à ce qu'on me le demande à le faire. Donc, du coup, je suis en train de réfléchir par rapport à ça. Et puis, ça, dans un plutôt moyen terme, j'aimerais bien créer aussi des produits numériques type e-book ou petite formation en ligne à bas prix pour être attractive et puis pour éviter, moi, de me répéter sur les choses que j'ai à dire, par exemple. Et puis, un autre projet sur du plus long terme, c'est d'avoir mon propre lieu pour recevoir en présentiel. Voilà. Donc, en fait, ça fait beaucoup de choses, mais… On a du temps. Oui. Si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Alors, je dirais le premier conseil, c'est vraiment de bien s'entourer dès le début. Ne pas attendre en fait d'être lancé, vraiment bien s'entourer parce que quand on est entrepreneur, on travaille beaucoup seul. On peut être vite beaucoup isolé et c'est pour trouver de l'aide, du coup, c'est plus compliqué. Donc, bien vous entourer en fait vraiment dès le départ, parce que moi, c'est quelque chose que je n'ai pas bien fait justement, et d'investir en vous. Vraiment sans hésiter sur vous et votre entreprise, dans le sens
d'avoir un mentor ou des espaces de coaching ou de thérapie pour justement continuer d'avancer sur vous, parce que l'entrepreneuriat en soi, c'est, on va dire, une immense thérapie, hein, parce que ça fait faire beaucoup de... Ça demande de faire face à des peurs, à des choses comme ça, ou de travailler sa relation avec l'argent, etc. Donc, je pense qu'un travail sur soi est vraiment essentiel quand on se lance. Et puis, bien préparer sa stratégie de lancement, je dirais à peu près 6 mois avant, pour poser les fondations de l'entreprise. Moi, je me suis lancée un petit peu trop vite, je pense, après la fin de mon école. Et je pense avoir manqué un peu de stratégie au départ. C'est pour ça que là, je dis que préparer 6 mois en avance, je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis, le dernier conseil, je dirais que vraiment prendre soin de soi n'est plus une option quand on est entrepreneur. C'est vraiment vital, parce que notamment quand on est en contact avec d'autres ou quand on est accompagnant, en tout cas comme moi, c'est vraiment important d'être dans une bonne énergie et donc du coup de prendre soin de soi. C'est plus une option, voilà. C'est ce que, en tout cas en tant que thérapeute, c'est vraiment devenu, en supervision, c'est devenu mon mot d'ordre. Vraiment prendre soin de soi, parce que souvent quand on est passionné, on a tendance à donner énormément jusqu'à s'épuiser et sans s'en rendre compte en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que la notion de prendre soin de soi pour moi est vraiment importante comme message à passer pour celles qui souhaitent se lancer. Et alors, enfin, le mot de la fin. Alors, ça peut être un mot, une phrase, un mantra, une citation, ce que tu veux. Alors moi, je voulais tout simplement te dire merci pour cette opportunité d'interview, parce que c'est précieux en fait pour moi qui me lance. Donc, c'était surtout vis-à-vis de toi, Nathalie, pour te remercier des échanges qu'on a eus et de cette interview notamment. Voilà, c'est un chouette exercice finalement. Oui, c'est pas toujours facile de parler de soi, et c'est vrai que les interviews de ce genre-là, c'est vrai que ça donne l'occasion. Moi aussi, je suis passée de l'autre côté. Je m'étais fait interviewer et franchement, c'était, voilà, j'avais eu du mal à me mettre dans la peau quand je faisais, et quand on m'a demandé à m'interviewer, waouh, dur. Ouais. En plus, c'est une interview filmée, donc voilà, ça aussi, c'est une sortie de zone de confort qui est pas évidente. Et oui, peut-être pour les personnes qui nous regardent, sortir de sa zone de confort, c'est vraiment essentiel quand on est entrepreneur, parce qu'en fait, on est face à des trucs. C'est Ouais, hyper... je sais pas si tu as vu, mais en fait, mon prochain guide gratuit est sur la sortie de zone de confort. Oui. Je vais l'appeler Ose et Kiffe. Donc, voilà, il sortira la semaine prochaine, mais c'est une chouette transition pour voilà, pas le but de cette interview, mais c'est voilà, gentil d'y avoir fait allusion. Je te remercie beaucoup, Sandra. Tu es quelqu'un de très inspirant. Et en plus, maman solo, entrepreneuse. C'est pas facile. Voilà, qu'on soit maman solo d'un enfant, de 2, 3 ou plus, de travailler à son compte, hein, parce qu'il faut, on est son propre patron, on génère ses propres revenus, et il faut s'organiser. C'est pas toujours évident. Donc, merci d'avoir initié. Voilà, c'était la première interview de 2023. J'espère que je vais en avoir d'autres, parce que j'adore faire des interviews. Oui, c'est très inspirant. Du coup, ça me donne envie d'en faire aussi. Je pense que trouver des personnes, c'est très chouette. Merci de t'avoir donné l'idée. Je te remercie beaucoup, Sandra. Et puis, à vous, les personnes qui regardez cette interview, eh bien, à bientôt ici sur ce blog. Merci. À bientôt, Nathalie.